Pour certains, un sol est quelque chose qui va de soi. Un peu de terre, avec dessus toutes sortes de plantes qui poussent et des animaux qui y font leur vie. Mais pour d'autres, le sol est un fragile miracle sans lequel il n'y a pas de monde possible. Wangari Maathai fait partie de ceux-là. L'icône de la résistance kenyane, prix Nobel de la paix, disparu en 2011, a voué sa vie à se battre pour la reforestation de son pays menacé par un effondrement écologique et social. Dès les années 70, Wangari Maathai a l'intuition d'allier engagement écologiste et féministe, comprenant très tôt que la sauvegarde de l'environnement et les préoccupations sociales sont un seul et même combat. Un combat qu'elle va mener au péril de sa vie. Je me souviens de ce jour où elle avait été battue par la police du président Daniel Arap Moi. Elle saignait et avait été hospitalisée. Il y avait toutes ces femmes qui tenaient une banderole sur laquelle on pouvait lire « Wangari, fille courageuse du Kenya, tu ne te battras plus jamais seule ». C'était si beau. Elle a vraiment inspiré les femmes de ce pays pour qu'elles prennent la parole et qu'elles luttent pour leurs convictions. Partout au Kenya, vous trouverez des images à son effigie, parce qu'elle nous a beaucoup appris et nous sommes si fiers d'elle. Nous avons appris à marcher dans ses pas. J'espère me montrer à la hauteur, car elle a beaucoup fait pour notre dignité. Avant la colonisation britannique, survenue à la fin du 19e siècle, le Kenya est un territoire couvert d'arbres. Le mont Kenya est le château d'eau du pays. Une montagne de 5199 mètres vénérée par les Kikuyu, qui pratiquent l'agriculture sur les terres fertiles des alentours. Une ethnie dont fait partie la famille de Wangari Maathai, qui porte un culte à un figuier sauvage, le mugumo. Le mugumo est un arbre vraiment très important pour les Kikuyu. C'est notre arbre, et ce, depuis toujours. Les Kikuyu l'utilisaient pour leurs sacrifices et pour entrer en communication avec leurs dieux. Ils pensaient que cet arbre était l'intermédiaire par lequel leurs prières étaient entendues. Et même aujourd'hui, s'il y a un mugumo pas loin, vous pourrez voir la jeune génération aller prier à côté et ainsi se rappeler ses origines. Née en 1940, Wangari Maathai grandit dans un contexte profondément colonial. Elle observe sa mère travailler dans le jardin familial et se demande pourquoi les mugumo ont disparu et pourquoi il n'y a pas autant d'arbres autour de chez elle que sur les hautes crêtes des montagnes environnantes. Elle comprendra plus tard que la colonisation a impulsé une déforestation massive du pays, les Britanniques ayant spolié les terres des Kikuyu pour y faire de l'agriculture intensive. La déforestation a fait beaucoup de mal à ce pays. Avant, les arbres étaient énormes. Il s'agissait d'arbres indigènes qui n'avaient rien à voir avec les espèces importées qu'on peut voir aujourd'hui. Ces arbres étaient la force et la vitalité du Kenya. C'est Wangari Maathai qui nous a dit qu'il ne fallait pas planter d'espèces telles que des eucalyptus ou des cyprès. Car ces espèces ne sont pas adaptées et ont tendance à assécher le sol. Excellente élève, Wangari Maathai a l'occasion de partir aux États-Unis pour y étudier la biologie. Quand elle revient au Kenya, au milieu des années 60, elle est la première femme du pays à obtenir un poste à l'université de Nairobi. Dans les campagnes, professeur Maathai constate que la situation s'est encore dégradée. Le pays vient de conquérir son indépendance, mais la déforestation continue. Les sols s'érodent, les rivières s'assèchent et il faut aller chercher toujours plus loin le bois, l'unique source d'énergie ici. Les communautés s'enfoncent dans la pauvreté. Pour enrayer la catastrophe, Wangari Maathai a l'intuition que cela passera par une plantation massive d'arbres orchestrée par les femmes.
Le fait que les femmes ont constitué la base du mouvement de la ceinture verte a été la clé de voûte de sa réussite. Car ici, ce sont les femmes sur qui repose la vie quotidienne et son bon fonctionnement. Ce sont elles qu'on trouve dans les cuisines et ce sont elles qui souffrent du manque de bois pour faire un feu ou encore du manque d'eau. C'est pour cela que le mouvement a été si bien accueilli par les femmes. Pour autant, les débuts du mouvement de la ceinture verte ne sont pas évidents. Wangari Maathai se démène pour trouver des fonds et financer dans différentes parties du Kenya la création de pépinières. Mais les communautés ont tendance à se détourner des arbres une fois ceux-ci plantés. Wangari Maathai prend conscience de la nécessité d'utiliser une partie de l'argent autrement. Je me souviens qu'à l'époque, les femmes du mouvement recevaient une compensation lorsqu'elles plantaient des arbres. Ça n'était pas grand-chose, de l'ordre de 2 centimes par plant, mais ça aidait. Et cela a été déterminant pour la suite. C'est comme ça qu'on a commencé à voir certaines zones agricoles se recouvrir d'arbres. Et petit à petit, différentes communautés ont commencé à s'échanger des arbres entre elles. Grâce à sa dynamique sociale et d'éducation populaire, le mouvement s'enracine. Toutefois, Wangari Maathai, qui fait de plus en plus parler d'elle, dérange. À commencer par le président autoritaire Daniel Arap Moi, élu en 1978. On lui coupe les subventions. En plus, un procès médiatique a fait connaître de tous son divorce d'avec son mari. Voilà une femme qui donne le mauvais exemple et qui bouscule les mœurs. Dans la culture Kikuyu, le fait qu'une femme puisse planter un arbre était impensable. Vous avez même des hommes qui venaient pour détruire les pépinières tout juste sorties du sol. Ils ne voulaient tout simplement pas que leurs femmes plantent des arbres sur leurs exploitations. Ils s'imaginaient que cela les déposséderait de leurs terres. Mais avec le temps, ils ont commencé à comprendre. Ils ont fait le lien entre tous ces arbres plantés et le fait qu'il y avait à nouveau du bois à brûler et qu'ils avaient maintenant de l'ombre pour se reposer. Leurs femmes elles-mêmes s'en trouvaient plus belles. Et donc ils ont fini par accepter ce mouvement. C'est l'obtention de subventions des Nations Unies qui donne au mouvement de la ceinture verte une nouvelle stature. Pendant les années 80, des millions d'arbres sont plantés par un réseau de plusieurs milliers de femmes. Mais à mesure qu'ils se reboisent, le Kenya s'enfonce dans la dictature et la corruption. Le combat de Wangari Maathai devient un combat pour la démocratie et c'est à Uhuru Park, à Nairobi, qu'elle livre une bataille iconique en s'opposant à un projet immobilier initié par le président Daniel Arap Moi. Ce que Wangari Maathai reprochait au gouvernement, c'était de vouloir réduire la surface de ce parc et de rogner toujours un peu plus sur les espaces verts. Car où est passée la forêt ici ? Avant, il y avait beaucoup plus d'arbres dans ce parc et c'était un endroit où tout le monde pouvait venir. Un parc, normalement, c'est un endroit où l'on peut venir quand on veut, pour se reposer et flâner comme bon nous semble. C'était ça, l'objet du combat de Wangari Maathai. De pointer le fait que le projet des autorités se résumait à la gentrification de cet endroit et que ce parc devait rester un lieu d'accueil pour tous et pour les plus pauvres en particulier. Partout, Wangari Maathai dénonce l'incurie et l'irresponsabilité du gouvernement. Le projet devient une affaire d'État et face aux multiples pressions, le gouvernement prend peur et abandonne les travaux. L'épisode marque la société kenyane qui reprend confiance en son avenir. Wangari Maathai devient la bête noire du gouvernement. Elle est harcelée, emprisonnée à plusieurs reprises, craint pour sa vie. Pourtant, c'est encore à Uhuru Park qu'elle fédère au début des années 90 la lutte de mères qui veulent récupérer leurs fils détenus arbitrairement par le pouvoir. Wangari Maathai et toutes ces femmes sont venues ici en disant « On ne partira pas tant que vous n'aurez pas sorti nos enfants des prisons. » La police est venue, elle a gazé tout le monde et a donné des coups de matraque. Toutes sortes de choses se sont passées.
Mais les femmes ont fait front. Et cette lutte a inspiré énormément de Kenyans. Ça leur a redonné de l'espoir et de la combativité. Et ils ont vu dans ce parc un endroit où venir pour se faire entendre leur opposition à la dictature, leur opposition à la destruction de l'environnement. Cet endroit est devenu pour les Kenyans un symbole de lutte. C'est dans la forêt de Karura, plus de 1000 hectares en plein centre de Nairobi, que Wangari Maathai livre une autre de ses grandes batailles. Là aussi, il est question dans les années 90 de spoliation des terres par les amis du régime. Et là aussi, elle se prend des coups de matraque. Mais de plus en plus engagée dans la vie politique, elle parvient à ralentir les différents projets. En 2002, le régime tombe. Devenue une icône internationale, Wangari Maathai est nommée ministre de l'Environnement et reçoit en 2004 son prix Nobel de la paix. Désormais aidée du service des forêts, elle œuvre, jusqu'à sa disparition 7 ans plus tard, à la réhabilitation des grands châteaux d'eau naturels du pays. Dans le bidonville de Mathare, dévasté par des inondations survenues en 2024 et laissé à l'abandon par un gouvernement dont beaucoup dénoncent la corruption, Wangari Maathai fait figure de terreau sur lequel une nouvelle génération prend racine. Vive Wangari Maathai! Ce que nous essayons de faire ici, c'est construire pour les jeunes un environnement plus sûr que celui dans lequel nous avons grandi. On organise aussi des cours de sensibilisation aux questions environnementales. Ce que Wangari Maathai nous a appris, c'est que pour avoir un environnement sain, il faut que l'action politique suive. L'un ne marche pas sans l'autre. Cela commence par la souveraineté alimentaire. C'est pourquoi nous faisons des plantations et produisons une nourriture biologique. Ce genre d'initiative a une importante résonance politique. Est-ce que quelqu'un sait qui était Wangari Maathai ? On encourage les enfants à créer leur propre pépinière et à apprendre à faire pousser un jeune arbre. C'est d'autant plus important que face au changement climatique, personne n'est plus en sécurité. Peu importe qu'on ait de l'argent ou pas, personne n'échappera aux catastrophes telles que les inondations. Ces événements transcendent les races, les classes, les frontières et tout le reste. Nous sommes toutes et tous de la même race humaine qui doit affronter le changement climatique. Et il faut agir collectivement pour faire advenir un monde meilleur. C'est une magie que beaucoup avaient oubliée. Qu'au miracle de l'arbre surgit d'une graine, s'en ajoute un autre encore plus grand. Au Kenya, tout le monde sait maintenant qu'une graine bien arrosée fait pousser un pays.